Nous y sommes? Eh bien oui, c'est Canal 10, c'est pas une télévision, c'est Canal 10. Alors, bonjour à tous et à tous ceux qui sont sur le plateau, bonjour à ceux qui nous regardent, bonjour à ceux qui sont sur Facebook, qui nous attendent, nous sommes revenus. Et comme nous avons beaucoup de choses à dire, pas de fioritures. On se présente tout de suite, on rappelle des soldats de la problématique d'aujourd'hui qui est, allez, la France. Hein, bon. Alors, Jean Seymour, bonjour. Alors, d'abord à toi, Nico, qui est sur l'animation. Bonjour, un grand bonjour. Bonjour à vous, chers amis du plateau, et bonjour aussi aux téléspectateurs, aux fidèles d'Eco-Club qui nous regardent, qui nous attendent. Raymond, bonjour à tout le monde, bonjour à tous ceux qui nous regardent, aux amis du plateau, bonjour aux téléspectateurs de Canal 10 qui sont basés dans l'Hexagone. Oui. Et bon, pense à vous. Donc voilà, bon dimanche à tous. Raphaël, bienvenue. Bonjour aux mêmes. Oui, tous, voilà, parfait, c'est bien dit. René Guijarno. Eh bien, ça là. Oui, on l'a. Un petit peu triste parce qu'on est en commande de moi qui est mort hier soir. Mais enfin, bon. Oui, condoléances tout de même. Ouais. Et puis après ça, il y a encore gré à syndicat, même si à la retraite. Aïe. Oh là là. Donc, aussi pour ça. Deux causes de tristesse, alors on n'a pas ça. Comme on l'a dit, là, c'est un commande à syndicat là, mon fondateur. Donc, bon. Oui, il y a un regard. Oui, et après ça, bon, la gomme, si on peut pour dire ça. La vanité de la vie. Ouais. D'accord. Donc, okay. Mais à part ça. Oh là, nous, la jamais. Ouais. Très bien. Oui, alors, mais bonjour, très content d'être. Edouard. Bien, ça va, bien. Dieu soit loué. Parfait. Bonjour à tout le monde, bonjour. Ok, voilà. Alors, aujourd'hui, une provocation autour de la France. Mais pour mieux parler de nous. Ah bon. En fait, trois choses. D'abord, partir de l'image de la France dans le monde. Bon, douce France, terre bénie de notre enfance. Et descendre, donc, après avoir observé la France, à la question de la France et la Guadeloupe. Ou peut-être de la Guadeloupe et de la France. Et tout ça pour mieux parler de nous, de la Guadeloupe, ici et dans le monde. D'accord? Voilà cette démarche-là. Et surtout, peut-être une question sous-jacente. Est-ce qu'il est trop tard pour le pays? Est-il trop tard pour le pays? Voilà. Hein? Donc, c'est ça l'ambition de notre débat tranquille aujourd'hui. Alors, pour commencer, une provocation musicale. Comme d'habitude. Musicale. Que je vais demander, comme dit notre ancêtre à tous, Ibo Simon, technicien, de bien vouloir nous envoyer cette provocation musicale. C'est Daniel Saint-Val. Adieu Foulard, adieu Madras. On y va. Adieu Foulard, adieu Madras, adieu Grandor, adieu collier chou, tout doux en moi. Qui qu'a bâti, hélas, c'est pour toujours, tout doux en moi. Qui qu'a bâti, hélas, c'est pour toujours. Bonjour, monsieur. Le commandant, bonjour monsieur, le capitaine, moi vide et fait, anti-pétition pour laisser tout de moi, moi vide et fait. Pétition pour laisser tout de moi, Mademoiselle, il est trop tard, la consigne est déjà donnée, le navire est sur la dans un instant, il va appareiller le navire
instant, il va appareiller. Adieu, foulard, adieu, madras, adieu, printemps, adieu, collier chou, tout doux en moi, qui Et nous voici revenus après cette nostalgie. Adieu foulard, adieu madras. Quelle idée, quel programme, quelle affaire cette chanson. Elle m'a intéressé parce que ma maman l'aimait beaucoup. N'étant pas venu parler que de ma maman, rassurez-vous, je pense que dans l'imaginaire de la France, ici, dans les contradictions entre le pays rêvé, le pays réel, sa place en nous, sa place dans le monde, c'est une belle chanson pour introduire cette question-là. Surtout, elle est bien chantée par Tania Saint-Val, que j'appelle notre carré sol de la chanson. Sol avec un jeu de mots que vous avez reconnu, évidemment. Bien, alors, Jean, on ressent la question. On veut parler de la France pour nous éduquer, pour savoir s'il est trop tard pour nous ou pas. Quand on dit la France dans le monde, son image, rêver au réel, toi, tu commencerais par quoi, si tu veux nous informer là-dessus? Alors, attendu, une règle, le temps imparti à chacun doit être bien géré, pour que tout le monde puisse s'exprimer. Oui, alors Jean, je t'écoute, on y va. D'abord, très rapidement, mais j'ai envie quand même de dire deux mots pour aller très vite sur cette musique, cette chanson. Très bien. On voit comment, elle est en tout cas la musique, la chanson, elle est révélatrice, je crois, des amertumes, des tristesses, de l'effacement en quelque sorte pour moi du bon temps, n'est-ce pas? Et puis c'est aussi de l'espoir, parce que quand on chante ça, on ressent derrière la musique, il y a non seulement la tristesse des amertumes, l'effacement du bon temps, mais il y a aussi appel à un nouveau temps, un nouveau moment. On a soif de l'excellence. C'est ce que je ressens dans cette musique-là. Et bon, voilà, pour la musique. Alors, pour la question posée de la France dans le monde, je crois que d'abord, on ne peut pas situer la France dans le monde, parler de la France dans le monde, sans parler préalablement deux mots de la France dans l'Europe. L'Europe, c'est la phase, je dirais, c'est une phase supranationale, bien avant le monde, n'est-ce pas, qui donne quelques références, n'est-ce pas, au monde de la France dans le monde, n'est-ce pas? Quand on pense à la France dans le monde, obligatoirement, on doit regarder la France dans son espace immédiat que l'Europe. Alors, dans l'Europe, c'est un pays, c'est une nation, un pays qui a de l'influence, qui pèse. La France, rappelez-vous d'abord la communauté, ensuite nous sommes à l'Union, et très vite, quand on a vu l'effondrement du bloc du mur de Berlin, on a vu que la France est engagée dans le grand débat de l'élargissement. Donc, la France a un rôle indiscutable dans l'Europe, c'est un moteur, ce n'est pas le seul moteur. Alors dans l'Europe, la France a son poids, et ce qui fait que dans le monde, eh bien, quand on regarde le monde, on regarde l'Europe et on voit la France. Elle n'est pas meneuse, ce n'est pas l'État qui mène le monde. Elle est comme toutes les nations, comme tous les pays dans le monde, parce que dites-vous bien que les États maintenant dans le monde vivent sur ce que j'appelle une trilogie, les turbulences, les angoisses et des incertitudes. C'est ce qui rythme le monde. Et les États, dans cette ambiance mondiale, les États ne sont pas seulement paralysés, les États sont tétanisés par rapport aux enjeux du moment. Et on voit, sur l'aspect du viral, nous avons du mal à réagir. C'est le monde, d'une manière générale, qui est paralysé, qui n'est pas seulement paralysé, mais qui est tétanisé réellement. Et puis dans la construction du monde, quand on voit, on regarde bien, on voit la géographie, la géopolitique s'oriente vers l'Asie. Donc, et la France ne pèse pas, quand on prend la France en tant que singleton, par rapport au bloc. Nous avons des économies de bloc, nous avons des actions de bloc, nous avons l'Amérique, nous avons l'Asie, et nous avons... Non, la France n'est pas là, c'est l'Europe qu'il faut parler. Donc la France, s'il faut parler de la France dans le monde, on dira, d'abord, on ne peut pas parler réellement de la France dans le monde, parce que le monde se constitue de blocs, réellement, mais nous avons une France qui essaie de construire, de participer à l'émergence puissante d'une Europe,
qui a du mal à réussir parce qu'il y a des divergences dans cette constitution de l'Europe. Et ces divergences, nous allons en parler, c'est le populisme, c'est le séparatisme, c'est une volonté d'aller en solo, n'est-ce pas? Et cela n'aboutit pas. Donc c'est une France qui est là, qui fait figure dans cette mondialisation, mais qui ne gouverne pas le monde, parce que le monde d'aujourd'hui, c'est le monde de bloc de l'Asie, de l'Amérique et d'une Europe, ma foi, dont on attend beaucoup d'elle, mais qui a du mal à faire face à cet environnement de bloc. Voilà la France, rapidement. La France comme figurant européen dans un monde d'incertitude. Dans un monde d'incertitude. Le monde est fait d'incertitude actuellement. Et ça pèse énormément social, économique, on va en parler tout à l'heure. Très bien. Alors, alors, la France, douce France, terre bénie de notre enfance, comment, si tu as parlé d'elle, dans le monde, dans son rôle, dans la façon dont tu l'aperçois, la façon dont tu l'imagines, la façon dont tu la rêves peut-être aussi, dont tu l'espères, qu'est-ce que tu dirais toi? Alors c'est vrai que la France est dans le monde et on voit bien que le monde est à 3 blocs. Globalement, on peut dire que le monde est à 3 blocs. Il y a de côté, il y a l'Europe, et la France en fait partie. Il y a l'Asie et puis il y a l'Amérique. Et donc, dans ces 3 blocs, la France, au sein de l'Europe, essaie de piloter, comme disait notre ami Jean, essaie de mettre son grain de sel dans l'évolution et la constitution de l'Europe, qui pose quand même quelques problèmes, quelques divergences, notamment sur le plan militaire et aujourd'hui même sur le plan économique et sanitaire. On voit bien que personne ne peut dire que je vais me débrouiller seul. Il faut appartenir à un bloc. Et la France essaie de se dépatrouiller pour avoir sa place dans le monde et avoir son influence au niveau de l'Europe avec l'Allemagne. Mais la France, en tant que France hexagonale, reste quand même un pays, quoi qu'on dise, qui fait partie des 5 puissances, des 5 grandes puissances mondiales. Et donc, il y a quand même un certain respect lorsqu'on est en dehors de la France. On dit qu'on est ressortissant français. Il y a un certain respect vis-à-vis de ces ressortissants qui voyagent dans le monde. Et en tant que France, pour donner cette impression de vouloir porter sa pierre à l'édifice dans la construction de l'Europe. Maintenant, voilà, je ne vais pas plus m'étendre que ça. Je vais pas, et on va redescendre à partir de la France pour redescendre vers la Guadeloupe tout à l'heure, et pour donner cette... Donc toi tu dis que la France, ça compte et ça existe dans le monde. Ah oui, la France quand même, c'est un pays quand même qui a un certain respect de par le monde. On peut kidnapper ses ressortissants et demander une rançon. Il y a les bankable. Si, ça se voit encore. Ah, oui, c'est pour redescendre un petit peu de la Caraïbe. Lorsqu'on est de la Caraïbe, on voit bien que les ressortissants français sont en quelque sorte, de ce point de vue-là, une cible. C'est une provocation. Mais tu as bien répondu. OK. Raphaël Séronel, la France, parle-moi de la France. La France reste bankable. Bankable, on peut effectivement... alors, moi, je ne mettrai pas en opposition l'imaginaire, la France imaginaire et la France réelle. Je mettrai plus en relation la France réelle et la France symbolique. Oui. Parce qu'elle est réelle. Alors, cette France symbolique, c'est celle-là qui m'intéresse à ce niveau-là. Son image est réelle, est toujours aussi forte. Elle est puissante, elle est grandiose. C'est une image qui est complètement instrumentalisée autour de l'idéal de la pensée glorieuse, de la pensée fécondante, et ça reste très très fort. J'ai des pays en tête où effectivement le simple fait de dire qu'on est français, jusqu'à présent, où on arrive avec une certaine aura. Mystique. Donc au niveau, ça reste le pays des idées, ça reste le pays de la pensée, la primauté de l'essence, c'est un petit peu sur l'existence, la France qu'on aime, la France qu'on désire rencontrer, celle des grands auteurs, celle des grands penseurs, etc. Et tout ça, ça reste important. Maintenant, la France réelle. Je crois que la France réelle, pour moi, c'est le déni de l'existence. Ça veut dire qu'on a affaire là à quelque chose qui est super intéressant maintenant, c'est le rapport entre utopie, portée à l'extérieur probablement, et dystopie, réalité vécue à l'interne. Et c'est la France du déni, c'est au niveau économique, c'est au niveau du développement, au niveau de la présence réelle. Je ne pense pas qu'elle soit si forte que ça, même si elle a l'arme nucléaire. C'est au niveau des pays colonisés, décolonisés, recolonisés, etc.,
quid du discours qu'ils ont par rapport à la France. C'est une expérience que j'ai eue ces 10 dernières années en allant pas mal j'en parlais l'autre jour, en Indochine, en Afrique décolonisée. L'image qu'ils ont de la France, c'est certainement pas celle qu'on a, et c'est ce qui passe aussi. Et puis toutes les théories de l'effondrement, bon, je ne rentre pas tout à fait dedans, et du collapse, qui montrent quand même qu'il y a un vrai problème d'attelage à la modernité, à la mondialisation, et puis même par rapport à la pensée dont elle-même était génératrice de cohérence par rapport à cette pensée de liberté, de droits humains, de droits universels. Donc une image très controversée, c'est pas foutu, parce que c'est parce que c'est la vie, c'est peut-être un moment de l'histoire, mais je resterai sur cette idée de dystopie. La France aujourd'hui, pour moi, c'est un pays dystopique. Ça veut dire que c'est l'inverse de l'utopie. D'accord, très bien. De l'utopie fondatrice. Fondatrice, on est d'accord. Fondatrice, oui. Alors, question, la France. On a regardé, on a regardé Cafotem et là. On a dit, de toute façon, pour nous clair, la France, c'est une bicyclette qui est en train de vieillir et qui a monté mode déroulé en fonction, à force à moller à monde qui a conduit. Bon, et qui a cherché équipe, etc. Mais nous disons pas de bagages là. Nous disons pas de bagages là. D'abord, nous pouvons acheter pour bicyclette pour nous payer pop chinois. Nous pouvons une bicyclette à nous. Donc, en réalité, si vous voulez, nous pays qui subit évolution à la France pour le moment, telle que la situation là est. Et ça ne veut pas dire que nous pas rien, parce que de temps en temps, il n'y a pas de bagages là pour dire voilà, nous existons sur tous les continents du monde et nous avons la plus grande surface maritime, etc., qui permet de gagner en puissance mondiale. Bon. Mais si vous regardez l'évolution à la France, tout ça que. Ça, on a dit là, moi, tout à fait d'accord avec au niveau de la pensée, tout ça. La France a bénéficié de l'aura à la Révolution française, en particulier à la pays des droits de l'homme, la pensée, la réflexion, etc. Et ça, son butin qu'on peut pas, non seulement on ne peut pas voter, mais qu'on peut qui dit que c'est un constat, et c'est un constat qui est tout à fait favorable, puisque nous quand même emprunts de tout un certain nombre d'idées côté là ça. Pas seulement nous colonisés, mais au niveau mondial, un certain nombre d'habitants côté à ça. Mais la France aussi bâtie, puissance économique et tout ça, l'empire colonial. C'est-à-dire, en gros, les pillages, les bâtiments pour des d'ailleurs, et ça qui a fait tout le développement. Actuellement, nous ne sommes pas dans la même situation là, ni des pays émergents, etc. C'est-à-dire qu'à part ça du tout, même si on a dit de parmi les 6 grandes puissances, que du point de vue de la réalité économique structurelle de la France et tout ça, qui n'existait pas, qu'il parmi les 6 grandes puissances, ni des puissances qui, à niveau là, ça, ont un développement beaucoup plus encore important. Et, bon. Ceci étant, la France a un gros problème aussi social, intérieur. Ils ont un problème social, ils ont un problème d'intégration de populations qui viennent de l'extérieur, mais ils ont un problème social en disant elles-mêmes. Ils sont obligés de réorganiser en fonction du développement économique et tout ça. Et à l'heure actuelle, la France, c'est surtout un pays, du point de vue interne, en crise face à un certain nombre de questions fondamentales et qui n'y a résoudre et qui, même si on voit au niveau international, qui est codifié par l'ONU, etc., mais de plus en plus, si vous voulez, concurrencé par d'autres pays qui qui la mondialisation, qui tout ça, qui ont importance, c'est de plus en plus important, et en particulier les pays émergents. C'est clair. Premier tour sur le diagnostic de la France. Je vais demander à un jeune Français ce qu'il pense de la France. Jeune Français, c'est provocation, c'est... Non, pas du tout. Ça veut dire que le Guadeloupéen que je suis répond... Le Guadeloupéen que je suis. Excellent. Le Guadeloupéen. On les m'étonnera toujours. Contre-pied. Non, mais c'est sûr, de toute manière. Non, mais on ne peut pas. Alors, bien évidemment, je ne ferai pas la synthèse de ce qui a été dit, et d'ailleurs excellemment, sur la France. Je lui dois, bien évidemment... quand même une part de ma liberté et surtout celle de pouvoir m'exprimer, donc librement, c'est ça, c'est surtout ce que je retiens là-dessus. Mais je noterai, à côté de ce qui a été dit, bien évidemment, c'est les influences de la France qui sont très intéressantes. C'est son leadership. La France, c'est aussi l'outre-mer, bien évidemment.
la France sait les influences dans les pays africains, et ça c'est très intéressant ça. Hein, c'est très intéressant parce que cette image, elle peut souvent, quand on la regarde dans ce prisme-là, être tronquée. Et c'est ces questionnements qui me reviennent, c'est ces influences de la France, est-ce qu'elle l'honore, un pays qui est en conflit, hein, la France est en conflit, dessus, est-ce que ces influences-là, notamment en Afrique, ont une résurgence, ou en tout cas ont la capacité de faire de la France un pays d'excellence ou un pays de liberté? C'est ça. C'est ma grande question. Voilà. Il n'y aurait pas d'autre chose à dire hein, à l'aune de cet angle-là, hein, sur lequel je souhaite pouvoir mettre un index. C'est ça, c'est cette faculté d'influencer, cette faculté de jouer hein, dans les grandes indépendances africaines et d'encore influencer justement ces pays-là et qui contrarie justement la donne mondiale. Ça me fait parler. D'accord. Alors, on a fait le tour. Une dernière question. Peut-être ça peut nous amener loin, mais quelle conscience la France a d'elle-même? Parce que la France parle d'elle-même. Hein? Lorsqu'elle parle d'elle-même, quelle conscience a-t-elle d'elle-même? Je crois que moi je dis, si j'affirme, et d'ailleurs beaucoup de Français même le disent, c'est le déni. Ouais. Il y a une cécité, un aveuglement historique d'implication qui est extraordinaire. Et je ne suis pas le seul à le dire. Je dis des historiens, des intellectuels français le disent aussi. C'est-à-dire que la France ne se voit pas in situ. Elle se rend pas. Il n'y a pas de feedback, il n'y a pas de retour sur investissement. Et ça se comprend comment? C'est par rapport au modèle de développement sous-jacent et de conquête sous-jacent qu'elle porte depuis tout le temps. Rapidement, il y a trois types de modèles. Il y a le modèle anglo-saxon, comme on le voit en Angleterre, comme on le voit, qui est un modèle cohabitationniste. Toutes les communautés peuvent vivre ensemble, plus ou moins, mais qui peut aller, ce modèle-là peut aller jusqu'à l'apartheid. Il y a un modèle, comme on voit en Israël, qui est le développement séparé. Les Palestiniens, les Juifs, et avec une dimension fractale. Et il y a le modèle français, qui est le modèle assimilationniste. Oui. Et là, ce modèle-là, avec le développement, avec la mondialisation, avec l'ouverture, et on arrivera tout à l'heure au communautarisme, au séparatisme, il est problématique. Parce qu'il est peut-être... Premièrement, il est judéo-chrétien, donc pleine culpabilité du maître par rapport ou du développeur par rapport aux populations. Mais en plus de ce modèle judéo-chrétien, il porte en lui les germes de la négation de l'autre. Parce que fondamentalement, l'assimilation, c'est quoi? C'est le schéma d'aliénation. Tu n'existes pas ou tu existes uniquement à travers ce que moi je projette sur toi, de mon identité sur toi. Donc il y a un énorme problème maintenant, avec l'ouverture des mondes. Est-ce qu'elle n'avait pas progressé un peu pendant un temps? Elle était pour le multiculturalisme. Que lui arrive-t-il? Non, parce que si on remonte un peu plus loin, si on remonte un peu plus loin, quand on parle de la France, on parle de la cour de Paris. Oui. La cour du roi, et ça depuis longtemps. Il y a un petit bouquin de Duneton par les croquants sur l'excès. Il y a d'autres, le jacobinisme, tout le monde le sait. La France, c'est la cour. Moi, j'ai vécu en Normandie. Pendant longtemps, les Normands, ils n'estimaient pas qu'ils étaient parisiens, les parigots. On le voit même dans les mouvements pendant les vacances. Quand ils montent en région, il reste quelque chose de très centralisateur et donc de très égotiste qui nie la réalité des territoires chers à Jean. Oui. Et donc, tout ce qui est périphérie est périphérie de Paris. Oui, absolument. D'accord. Et d'ailleurs, le réseau ferroviaire, on le voit aussi, comment il fonctionne en histoire. Alors, avant notre respiration, ça me fait penser à une anecdote d'un grand Français, Michel Rocard, qui, rencontrant un jeune Guadeloupéen qui voulait rentrer dans son équipe, lui a dit il paraît que vous êtes indépendantiste, vous ne voulez pas travailler avec moi, mais je vous dis, attention, j'ai écrit un livre qui s'appelle Paris, le désert de la France, où faut-il décoloniser la province? Donc si moi j'estime qu'il faut décoloniser la province, bienvenue chez moi, on ne sait jamais, il y a peut-être du travail à faire ensemble. Parfait. Alors on a fait le tour de la question, on a fait le tour de la France, maintenant on va essayer de décliner un peu la question, les problèmes que rencontre ce pays. Mais avant cela, nous allons respirer un tout petit peu avant d'attaquer cette deuxième question sur le modèle français et les problèmes qu'il rencontre. Publicité. Nous voici revenus après la respiration.
Nous disions en première partie que la France a eu ses heures de gloire, mais aujourd'hui, la question se pose de savoir quelle conscience a-t-elle d'elle-même. Et Raphaël nous disait fort justement qu'elle n'est pas, dans la dénégation, le déni. Est-ce que la grande utopie française, est-ce qu'elle n'a pas atterri, elle ne décolle pas, hein? Bon. Est-ce que le monde des Lumières, est-ce que la lumière ne s'est pas quelque peu éteinte sans qu'on en ait conscience, sans qu'on veuille l'admettre? Bon. Ce qui nous ramène à la crise du modèle français. Alors, j'aimerais que nous parlions un peu de ce modèle français en crise, avec l'œil du Guadeloupéen, pour savoir qu'est-ce que nous, on peut en tirer, et qu'est-ce que ça veut dire pour nous. Alors, modèle français en crise. Alors, crise comment? Crise pourquoi? Tenant aboutissant de cette crise. Qui veut commencer par parler de ça? Peut-être Jean? C'est bon? Oui. Modèle français en crise. Alors, n'ayez pas peur. Allez, désignez volontaire. Genre, désignez volontaire. Bon, hein? D'abord, il faut bien l'esprit de la crise, Oui. le modèle français. Le modèle français est en crise dans un environnement, je vous dis les choses bien, dans un environnement mondial qui n'est pas forcément florissant. Le modèle le monde même est confronté, comme je le disais, à des turbulences. Donc le modèle français, par rapport à un environnement mondial qui est ce qu'il est, qui est en crise, qui est confronté à des grandes turbulences, eh bien forcément, le modèle a du mal à trouver sa stabilité. Et en plus de ça, dans le modèle français, nous avons quelque chose de fondamental, c'est même la démocratie. On voit que nous vivons en Guadeloupe, à la périphérie, et qui est un peu à l'image de ce que l'on voit dans le centre. Le centre se décline sur la périphérie, nous, dans tout le pays. Donc il y a véritablement cette démocratie française, la démocratie, elle est sous pression. Elle est sous pression du fait des crises, de la crise même que nous vivons. Nous le ressentons parce qu'on voit émerger de sentiments de populisme, on le voit, n'est-ce pas? Il y a des manifestations, il y a des conflits internes. On a le sentiment que dans ce contexte-là, que l'État risque de s'effondrer parce que ça en est attaqué un peu de tout part, de tout bord, n'est-ce pas? Donc le modèle français, il est véritablement, je l'ai dit, en crise. Ça conduit à des revendications, comme on disait tout à l'heure, identitaires, n'est-ce pas? Chacun essaie de se positionner, de se dire comment trouver la voie. Même ici, ça se pose ici. Il y a une question qui émerge chez nous. Quelle voie emprunter? Où aller? Faut-il se polariser, se recentrer par rapport à la France? Ou du moins, faut-il trouver une autre voie, n'est-ce pas, pour émerger autrement, rebondir dans un contexte qui n'est pas forcément florissant, n'est-ce pas? Quand on regarde même la Caraïbe, on regarde l'environnement. La Caraïbe n'existe pas seule, elle existe avec l'Amérique latine. On regarde l'Amérique, on voit aussi en Asie. On se dit, mais quelle voie? Faut-il toujours quoi en ce modèle français et s'agglutiner, s'accrocher à ce modèle français? C'est la question du moment. Alors ça, c'est l'intelligence guadeloupéenne. Je parle d'intelligence guadeloupéenne parce qu'il ne faudrait pas faire de la question identitaire quelque chose qui va nous aveugler. Nous serons aveugles parce qu'on s'est focalisé sur l'identité et on risque de se tromper à ce niveau-là. Donc il faut être prudent. Je pense. C'est un débat qui sera donc, sur le tapis. Jean, tu penses qu'en France, il y a une crise identitaire de la France? Il y a cette crise qui se pose, à mon sens, oui. Il y a une crise identitaire. Et cette crise, elle est exportée chez nous? Chez nous, ça se retrouve ici. Parce que nous nous interpellons. Vous avez même entendu dans les discussions qu'on a eues après toutes les élections, même à tous les plateaux, on a dit qu'il s'agissait de vote identitaire. On a entendu un peu tout. Donc, c'est une crise qui se pose. Et je pense que même cette question identitaire, même à l'époque, bien avant, à l'époque de Poutou, quand un jour, je pensais à ça ce matin, quand Poutou a revendiqué dans les questions de coopération régionale, a revendiqué la question de la coopération identitaire et non pas la coopération décentralisée, l'État voulait nous transférer un certain nombre de choses. Il a dit non. Nous voulons d'une coopération identitaire. Parce que ceux qui sont dans la Caraïbe nous ressemblent, nous voulons échanger avec eux. Donc la question identitaire elle ne se pose pas uniquement maintenant. Et là, on l'a vu, elle a été évoquée avant à l'époque de Poutou. Mais il faut faire très attention parce que le monde à l'époque de Poutou aujourd'hui, c'est pas le même monde. Le monde a changé. Je me rappelle d'une phrase du président Poutou qui disait on lui propose d'être le cheval de Troie de la France dans la Caraïbe. Lui dit moi je vais être le cheval de Troie de moi-même. Le problème venait de là. Alors, on revient à la question de la crise du modèle français. La France en crise. Alors,
Raymond, toi, tu vois ça comment, la France? D'abord, cette crise, pour toi, est-elle réelle ou pas? Quels sont ses tenants et ses aboutissants? Et est-ce qu'elle est exportée chez nous? Est-ce qu'elle est importée chez nous? Quelles sont ses conséquences pour nous en tant que Guadeloupéens? Est-ce que la France est en crise? Alors, est-ce que la France est en crise? Je crois que c'est plutôt ça la Non, pour vous. question. Ah non, moi je te connais bien, Raymond, le connaît en film. Alors, effectivement, nous sommes dans un monde incertain, Oui. imprévisible aujourd'hui. La mondialisation a changé un peu la facette et le fonctionnement du monde. Et nous faisons partie, la France fait partie de cette situation. Et donc, la France est en crise avec un monde qui est en crise. Donc, il n'y a pas de jaloux. Tout le monde est un petit peu le jaloux. Quand on regarde l'Italie, on regarde l'Allemagne, on regarde la Suisse, on regarde autour de la France, l'Espagne, on voit qu'il y a une crise politique, crise économique, crise sanitaire. Donc, c'est un monde en crise et la France fait partie de ce monde. C'est vrai que sur le plan, on pourrait dire politique, on peut dire que cette crise est quand même encadrée et bien contenue, et bien, il n'y a pas de dérapage. On sent bien que le pouvoir ne se... tout dépend de quel côté on se positionne, probablement. Mais globalement, on ne peut pas dire que la situation est hors de contrôle. C'est une situation maîtrisée, c'est une situation qui est gérée tant par la France que par les autres pays de l'Europe, de l'Occident, d'une manière générale. Et donc, on sent bien qu'il n'y a pas véritablement de dérapage. Donc, cette crise, c'est vrai qu'au niveau des mouvements de population, là aussi, la France est directement concernée par ce mouvement de population des pays qui sont en difficulté économique, qui cherchent des gens qui cherchent une stabilité, un confort de vie qu'ils n'ont pas chez eux. Et on sent bien que la France, jusqu'ici, c'est un pays qui attire. Et quand on parle de la France, on parle aussi de l'outre-mer. La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion, on sent qu'ils font partie de la France. On sent bien que ces pays-là, même ne faisant pas partie de l'Hexagone, ce sont des pays où l'environnement de ces pays d'outre-mer, on voit qu'il y a cette affluence de population qui arrive vers ces départements d'outre-mer, qui prouve bien qu'il y a quand même quelque chose à venir chercher, à venir prendre en France que certains pays n'ont pas chez eux. Donc, vu de cette manière-là, je dis que la France, jusqu'ici, arrive quand même à bien s'en sortir. C'est quand même un pays désiré. D'accord, très bien. Raphaël Speronel, est-ce que le modèle français est en crise? Certainement, mais comment est-il en crise? Moi, je me tue à... Je ne suis pas encore mort, à dire que la crise est devenue l'ordre naturel et l'ordre culturel du monde dans lequel on vit. Donc, c'est la crise des États, et notamment des États-nations, des fameux blocs, qui correspond à un état de crise, qui est la crise des moi, donc la démocratie, des choses comme ça. Et pour bien comprendre la crise, il faut bien se dire que ce n'est pas une crise de contenu, la France, l'Europe, etc. C'est une crise de contenant. Ça veut dire que ce sont des catégories d'espace et de temps qui ont été modifiées. Or, l'espace et le temps unique, l'espace unique, le village planétaire, tout ça, amène la globalisation, amène le village planétaire et s'oppose directement dans le rapport entre global et local. L'idée globale, l'idée du monde unique, unifié, etc., s'oppose aux territorialités réelles des nations et des choses. C'est ça la crise. Et la crise en France, c'est cette crise donc de contenu qui explose de partout, etc., et qui correspond, à mon avis, à une crise par rapport à la Guadeloupe, fondamentalement exogène. C'est l'extérieur qui rentre, qui impose sa loi, qui impose sa logique et qui fait péter les systèmes traditionnels qu'il y avait en France. Et pour caricaturer un petit peu cet extérieur, je dirais que l'image du musulman donne tout à fait cet exemple-là. C'est pas du tout la même chose qu'en Guadeloupe. En Guadeloupe, la crise, parce qu'il y a crise aussi, je dirais que par rapport à la crise exogène, c'est une crise endogène. C'est une crise entre le je guadeloupéen et le nous guadeloupéen. C'est une crise socio-constructive, c'est la difficulté qu'on a d'accéder à un nous
du fait de l'histoire, du fait d'un tas de choses. Et c'est intéressant parce que ça pose bien le problème entre l'identité et l'appartenance. L'identité, c'est le local. L'appartenance, c'est le global. Et donc, le schéma, c'est à quel monde on appartient. Le problème aujourd'hui, il n'est pas identitaire. Bon, si on ne sait pas qui on est, ça fait 1000 fois que je dis ça. Si vous ne savez pas qui vous êtes, si vous ne savez pas qui est un Guadeloupéen, c'est votre problème. Bon, moi, j'ai fini avec ça. Bon, le problème, il est à quel monde vous appartenez. Est-ce que vous êtes caribéen? Est-ce que vous êtes africain? Est-ce que vous êtes indien? Est-ce que vous êtes européen? Et quels sont les paradigmes qui ont contribué à votre existence sociopolitique et socioculturelle? Et c'est là qu'on a un problème d'appartenance et non pas d'identité. On est tout à la fois, on voudrait être tout à la fois caribéen, alors que la Caraïbe ne connaît même pas, africain, alors qu'on ne resterait même pas un jour en Afrique si on y allait, indien, alors je ne parle même pas de l'Inde, etc. On est quoi? Des purs produits de l'archipel français. On est franco-français, et le problème qu'on a maintenant, c'est de se dire qu'on est français guadeloupéens, comme il y a des français normands, comme il y a des français occitans, comme il y a des français machin, et qu'on rentre dans un archipel qui n'est plus Guadeloupe, les Saintes, Marie-Galante, mais qui est l'archipel français, c'est-à-dire un pays qui s'éparpille, qui s'émiette, mais qui garde quand même un fil rouge, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, une colonne vertébrale, et cette colonne vertébrale, c'est une espèce de référence surréaliste à un modèle qui a existé, qui est devenu maintenant une espèce d'égrégore, de lieu de commun pour tout le monde, mais qui nous échappe de plus en plus dans son contrôle objectif. Je vais provoquer, après cette intervention, je vais donc provoquer le camarade. Raphaël a dit que finalement, c'est pas ce qu'il a dit, qu'il faut renoncer et il faut être français. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Je comprends mal. C'est pas ce qu'il a dit. Bon, mais en fait, moi, j'ai envie de revenir sur une chose. Oui, dis-moi. Non, tout à l'heure, en termes de débat des monnaies certain. Le monde est incertain tout simplement à cause de, à la fois, développement à tout un certain nombre de pollutions qui a commencé à rendre la planète là même incertaine et des transformations. Par contre, le monde est en crise tout simplement parce que les rapports entre les peuples, les nations, les rapports économiques et tout ça sont en train de changer. Et qu'il y a un bouleversement. On n'a plus ce qui existait avant. Donc, ça, et la France a trouvé en mi-temps habité à ça. Hein. La France en crise, oui, vous voyez, le mouvement Les Gilets jaunes qui a bien montré le pays en crise, à la fois les organisations, développement, etc. Et il y a en crise d'avoir aussi, en même temps, que parallèlement, tout problème là, ça, qui est mis en cause à modèle de développement et tous ces bits-là, ça, on se rend compte que ça a accompagné d'un rejet de l'autre. D'accord. Rejet de l'autre là, ça qui a existé en France et il est quand même exprimé de plus en plus fort. La France, c'est un pays qui est toujours appliqué en politique assimilationniste, on dit ça tout à l'heure là. En Guadeloupe, si nous venons en Guadeloupe, c'est échec complet à l'assimilation. Ça ne veut pas dire que l'assimilation n'a pas laissé des traces, mais l'assimilation heurtée à une résistance qui, on peut crier quelque part identitaire, mais beaucoup plus une résistance qui est culturelle, qui sont une résistance de l'appartenance de soi et non pas sommes les autres. Et résistance là, ça a développé et affirmé, si bien que la France est obligée qu'elle condamne, même si conception là qu'elle ligne de vivre ensemble avec les autres sont une conception qui est assimilationniste. C'est ça qu'elle a appliqué aussi, qu'elle a essayé d'appliquer aussi en France et qui est actuellement en crise, tout simplement parce que on ne peut pas effacer l'autre là complètement. On ne peut pas déculturer l'autre là. Et même à niveau là, ça. Or, la politique d'assimilation, c'était avant tout une politique qui était visée à ça. À pas seulement l'acceptation des lois et tout ça, mais était visée pratiquement à... C'était les fameux odeurs et bouillir, Chirac, et tous ces bidons à ça, qu'on ne peut pas empêcher. Parce que les gens, quand même, à niveau, un certain nombre de... Peut-être qu'ils rapportaient un veillon. Et l'autre jour là, d'ailleurs, où que ça a exprimé à travers un député, à la République, à l'ELO, qui était proposé de fonds qui était dit que dans les mariages, il faut interdire les danses traditionnelles. Si il ne faut pas une danse traditionnelle arabe, faut pas. Et puis quoi encore? Quoi arriver à côté avec ça? C'est le rejet de l'autre. Et ça que l'autre là, ni
Et en Guadeloupe, si vous voulez, bon, politique assimilationniste, ça était aussi lié à une politique qui était que la colonie, qui est toujours à notre tête valable, toujours, la colonie n'a pas produit un fer à cheval. Hein. C'est-à-dire qu'on ne peut pas nier au développement endogène, auto-centré dans les propres réalités, au développement et tous ces bidets-là. Ça, faut, et c'est ça qui permet de gérer tout le développement à la société de consommation là, comme nous y a nous, et briser toute volonté de production pendant tout un certain nombre de temps. Et malheureusement, ça codifié par tout un certain nombre de lois, de règlements, à la fois taxation, etc., qui mettaient à une situation effectivement de blocage et des capacités d'arriver à sortir des bidets ça si ou pas poser problème à modifier tous ces bidets-là, ça, qui en fait c'est des bidets qui sont imposés et qui pas correspondent à besoin et réalité à développement. En cas pour un seul petit exemple, puisque en cas il y a dans réunion à congrès syndicat quand un secrétaire quand fondé avec d'autres camarades, il y a des réunions à congrès aspect, eh bien, problème là qu'a posé, il y avait beaucoup plus de force à l'heure actuelle, ces problèmes à tous les néo-titulaires qui sont obligés de partir en France. Ils n'ont pas qu'à demander, même s'ils n'y pensent, ils n'ont pas qu'à demander, ils sont obligés, ils sont bien contraignants. On va encore rappeler qu'en 1993, nous avons fait un mouvement de grève immense qui te permet nous, justement, de faire tout été incident et qui te permet de nous racheter les 1000 points pour les originaires. Mais les 1000 points pour les originaires, ils ont dénaturé complètement à l'heure actuelle. Ça vient des problèmes de centre d'intérêt. C'est-à-dire, il suffit qu'on ne pas en bas, à l'autre côté en France. Ou vont au compte en banque ici, ça y est, il y a des intérêts matériels et moraux. Et ça a tué tout ça. Et à l'heure actuelle, Bitin sont en train de recommencer, mais de manière encore plus forte. Et il y a des revendications fortes. C'est justement casser Bitin ça. C'est-à-dire, quand même, on priorité à l'emploi. Et ça, en cas signalé que, pas parce que ça n'a pas existé dans le droit français, hein, pas vrai, hein, parce qu'en 2017, nous avons bien qui était pris, justement, qui était justement la priorité à un certain nombre, pour les gens qui étaient sortis de l'ACA, qui étaient passés concours dans le cadre de l'Académie, dans l'Académie. Ça existait. Mais seulement, le rectorat là mettait sous le boiseau, c'est leur capacité à adhérer. Donc, si vous voulez, à l'heure actuelle, nous avons un sentiment qui a développé beaucoup plus, qui c'est le sentiment qu'on ne peut pas arrêter à un système actuel là de départementalisation tel qu'il est là, il faut briser ce système-là, c'est-à-dire qu'il faut inventer d'autres types de rapports avec la puissance coloniale qui permettent vous, si vous voulez, sortir à une dépendance coloniale et commencer à construire un habitat endogène qui est beaucoup plus important et qui permet de vous répondre à besoin. Je vais poser une question à Édouard Collet, une question difficile parce que Édouard Collet il répond aux questions difficiles. Édouard, René a dit que finalement l'assimilation échec ici, non ? Il faut que les gens comprennent ça. L'assimilation a échoué ici. En tant que politique. Oui, en tant que politique, nous d'accord. Il laisse des traces. Oui, bon, d'accord. Mais il y a des séquelles, c'est clair, il y a des conséquences, mais la France n'a pas réussi à mater le pays quand même. Hein, bon. Vous n'avez pas le créole, vous n'avez pas sens, même si vous passez quand vous dites parler sur les Guadeloupéens, donc quand je joue au cas, bon, même si ce n'est pas clair, mais l'assimilation voulue a échoué. Bon. Est-ce que la France le comprend ? Est-ce que la France a l'intelligence de ce qui se passe ici ? Et si tu étais la France, qu'est-ce que tu ferais, toi ? Ouais. Question difficile, mais pour Édouard Collet, il n'y a pas de problème. Tu vois, parce que la France, on ne doit pas la sous-estimer quand même. Hein? Oui, donc, ce que nous disons là, nous, peut-être que c'est lisible. Oui, non, mais... Et en tant que puissance mondiale, responsable, les Lumières, elle ne peut pas rester, à mon avis, inerte. Mais elle est très intelligente. Je le crois très sincèrement. Elle a une longueur d'avance. C'est le propre même de la spécificité du colon. Et ça me permet, et ta question, elle est pertinente, parce que ça me permet d'aborder la réponse donc à l'aune du droit. Parce que c'est ça qu'il faut questionner. Si j'étais la France, que ferais-je ? Oui. Je me rappellerais ce que j'avais écrit dans ma constitution, en tout cas en préambule. Tout à fait. Hein ? Et je me souviens que dans ma constitution, j'avais bien écrit que, oui, que je suis un pays avec une forte renommée,
j'ai des populations un peu éparses dans le monde, là-dessus, et ma vraie volonté, c'est de pouvoir justement ces peuples éparses, hein, ces peuples d'outre-mer notamment, c'est de pouvoir leur apporter, les aider à justement à aller vers une certaine autodétermination. Oui, je vais t'interrompre, excuse-moi Edouard. Oui. Il faut que les gens sachent ça. Franchement, il faut dire ça avec toute force, c'est ça. Oui, c'est ça. Dans la Constitution de la France, le préambule de la Constitution, c'est prévu. C'est prévu. Clairement, c'est écrit. Le Hein, préambule de la Constitution, elle a comme mission, d'accompagner ouais, les populations éparses, Oui. hein, nous, Oui. là-dessus, vers l'autodétermination. c'est clair. Et de nous donner les outils, les moyens, les instruments de le faire. Mais après, dans son intelligence fine, elle encadre tout ça. C'est bien dit. C'est Hein? bien dit. Elle encadre tout ça. Oui. Et c'est un peu les propos de... c'est vrai que Jacques Chirac, à Madiana, son discours de Madiana, qui avait rappelé, en squeezant ce préambule de la Constitution, en disant, mais je suis prêt. Je suis prêt. Je suis prêt. Que voulez-vous? Tout ce que vous voulez. Sauf que cela restera dans le cadre de la République. Et donc, la question de droit est de se dire, est-ce que, moi la France, est-ce que l'outre-mer, chez moi, la France, est-ce que le droit est celui de la France ou le droit de l'outre-mer? Ben, les deux à la fois. Je répondrai à ça. Les deux. Parce que l'une tient d'abord à l'arbitraire, aux conséquences de l'arbitraire, qui a été la colonisation. Je suis la France. La Guadeloupe, c'est la France. Et l'autre tient, bien évidemment, à son affaiblissement, qui est la décolonisation. C'est que j'ai créé, moi, la France, dans tous les territoires éparses, justement, des institutions représentant un peu la population, en fonction de la population que j'ai. Donc, dans ma constitution, je remarque bien que la France est une et indivisible, mais que mon administration, mon organisation, elle est décentralisée. Ça veut dire que, au fond, je peux ne pas sentir l'idée de la France, mais je reste français. On est dans une sorte de va-et-vient perpétuel sur une ligne de crête où j'ai le choix sans l'avoir. Donc moi, la France, qui me rappelle mon affairisme dans l'Afrique, la Centrafrique, hein, la France-Afrique, hein, je me rappelle comment je faisais, hein, le focardisme, je me rappelle de ça, et bien je l'intègre un peu dans mes territoires d'outre-mer. Je sais comment les emmener, justement, là où je veux les emmener. Et on le voit avec les accords de Matignon concernant la Nouvelle-Calédonie. On voit ce que ça donne. Où on a pensé que, justement, on est là encore sur une ligne de crête, proche d'une indépendance, mais d'une indépendance mesurée, contrôlée. On arrivera au 3e référendum. Mais oui, mais moi, la France, je proposerai un référendum. Comme j'ai fait en Nouvelle-Calédonie. Les exemples sont là. Je réponds à ta question, Nico. Oui. Je répondrai à la Guadeloupe, mais je ferai pareil qu'en Nouvelle-Calédonie. Rocard avait bien pensé tout cela. Donc, c'est la même situation qui se présentera à nous tôt ou tard. Le référendum. Que voulez-vous? Parce que moi, je suis prêt à tout. Mais je m'organiserai, et c'est ce que René disait excellemment. C'est bien vrai. On nous organise pour rester français. D'accord. Hein? Nos enfants sont conditionnés à ça. D'accord? L'idée de partir en France métropolitaine, de revenir avec une façon de penser, un regard de penser, eh bien, c'est aussi cette volonté de toujours rester français. Donc la marginalité de ceux qui penseront autrement, elle sera réduite à une portion chagrine. Donc on n'aura pas d'autre marge de manœuvre. Si ce n'est qu'un soulèvement du peuple, une conscience, à travers des vraies problématiques, le problème de l'eau, hein, le problème justement de ce que nous sommes, notre attachement. Hein, lorsqu'on nous met à l'index, c'est parce que le coq chante, parce que la voiture appelle-sonne, tout ce qui nous représente, tout ce qui fait de nous notre particularité, notre spécificité, on veut le franciser. Et nous, on est en train de succomber à ça. On n'arrive pas, hein, et encore difficilement, à se dire, mais non, je reste encore cette identité guadeloupéenne qui fait de moi ce que je suis. Non, on a du mal à résister au chant justement de ces sirènes-là. Réponse excellente. Alors là-dessus, réaction sur ma droite, géographique. Oui. Alors. On est parti de la crise du modèle français.
On a fait un détour sur ses conséquences ici et Édouard a dit, attention, là, nous avons notre jeu à jouer, mais la France aussi a son jeu. Elle a écrite sa feuille de route dans sa constitution, mais elle est loin d'être une imbécile. Oui. Alors, c'est très bien la description, elle est bonne. Et Édouard disait qu'effectivement, que nous sommes français. Ça, oui, nous sommes français, nous avons quelques libertés d'agir, on nous accompagne. Mais au-delà même de la France, regardons le monde d'une manière générale. Oui. Le monde a une vision de ce qu'il est, du monde même, qui est que la vision elle est très claire, hein, qu'il n'y ait pas de grands changements dans l'état actuel du monde. Regardez bien quand dans un pays, regardez ce qui se fait par exemple à l'Est, lorsque la Russie essaie de déstabiliser un autre pays qui fait partie du giron d'influence de l'Europe. Voyez-vous, c'est l'ONU qui prend la question. On se dit non, on n'est pas favorable à ce que les choses bougent. Même la vague de d'indépendance qu'on a connue dans les années 60-70. Essayons de penser maintenant, est-ce que l'ONU va, alors que c'est inscrit dans la Constitution, au niveau de l'ONU même, dans les grandes lettres de l'ONU, est-ce que l'ONU, le monde, et ceux qui gouvernent le monde, au niveau du Conseil de sécurité, vont accepter ça maintenant, dans l'état actuel du monde? On va se dire que voilà, il y a le problème de la crise virale, il y a tellement de problèmes qui se posent maintenant, n'en ajoutons pas à ce qui existe maintenant. Donc le problème du choix, même de notre territoire, telle voie dans l'ensemble français ou autre, ça se pose. Ce choix-là se pose dans des termes qui ne sont pas les mêmes termes qu'à des années 60 et 70. N'est-ce pas? Il y a cela. Et puis d'autre part, on parle de violence assimilationniste. Oui, il y a une violence assimilationniste, oui, et c'est une conséquence du jacobinisme français. Le jacobinisme français, et c'est juste, je rejoins Édouard là-dessus, qui nous dit, bon voilà, on va vous laisser les vannes pour pouvoir décider, pour pouvoir faire des choix institutionnels ou autres. On va vous accompagner. On va accompagner la périphérie. Mais c'est des choix qui doivent épouser les ambitions de la France, la conception de la France. On ne va pas vous laisser la liberté de choisir comme ça. Voyez-vous, pour des raisons que je viens expliquer. Mais la violence assimilationniste est une conséquence du jacobinisme français et on voit que tous les comportements actuellement dans notre société découlent directement de cette violence-là. Voyez-vous, quand on voit, on se dit oui, mais nous vivons dans des conditions difficiles, ils se disent, il y a ceci, il y a cela, parce qu'il y a une violence du système français. Donc, voyez-vous, toutes les choses sont liées. Mais ce qu'il faut bien se dire maintenant, si vous parlez d'évolution chez nous actuellement, le peuple a à se prononcer. Bien entendu, si on dit au monde, rien ne se fera sans le peuple. Mais ça, c'est clair et net. Mais il faut vous dire aussi que au plus haut de la France, plus haut de nous, les pays ne veulent pas que ça change beaucoup. Parce qu'il y a un état de stabilité qu'il faut maintenir, n'est-ce pas? Les moments de guerre qu'on a connus dans les années 60-70, ça c'est passé, ça. Il faut négocier, et ça c'est une volonté de ceux qui sont plus puissants que nous. Ça c'est ça. Il faut que tout change pour rien ne change. La trajectoire, elle est difficile. Alors, juste une... Oui, il faut continuer quand même les leçons de notre propre histoire. Voilà, c'est ça. Tu vois, faut nous bien garder au bidé. Nous avons volonté de ne pas changer non plus le système esclavagiste. À l'époque, seulement sous la pression populaire. Pas seul. Il y a la pression populaire, mais aussi des évolutions technologiques et de l'industrialisation et tout ça. Tout à fait. Eh bien, ça a terminé au système aberrant. Pourquoi? Parce que il y a les grosses puissances industrielles qui ont beaucoup plus besoin des salariés pour acheter des produits à eux qui des esclaves. Donc, tous ces aspects, c'est pour ça que ni des causes les externes qui sont liées au développement mondial, international et tout ces bidets ça, qui a joué
et des causes internes, qui sont les forces de résistance, d'accord. etc. Donc, il faut nous faire très, très, très C'est-à-dire que ce n'est pas une science exacte. C'est-à-dire que ça n'a pas nécessairement qu'à venir d'un côté ou dans l'autre, mais dans conjonction. Mais tu parles à quelqu'un qui connaît l'économie. Hein? Donc, on n'a pas de doute quant au fait que pour Jean, il y a les causes internes et externes, et puis ce n'est pas une science exacte. Je dis ça tout simplement parce qu'à l'heure actuelle, comme la France est en crise, manière à dominer dans les colonies, pas payer nécessairement même là, et qui peut voir aussi. Alors, Raymond, toi, cette question de la crise de la France, ses conséquences chez nous, et notre volonté peut-être d'émancipation, si elle existe, ça t'interpelle comment? Tu vois ça comment, toi? Alors, là, on redescend un peu vers le... Oui, voilà, on redescend vers nous-mêmes, oui. Ouais. Bon, je prenais comme référence les derniers résultats d'élections qu'on vient de vivre. D'accord, très bien. Et quand on regarde ces élections, et pour arriver à la question posée, oui. Quand on regarde le résultat de ces élections, où maintenant, a posteriori, on a des éléments qu'on n'avait pas avant les élections, et qui confirment ce qu'on a connu avant les élections, au niveau politique. Oui. Et on a bien vu que il y a eu, tout le monde était là pour chacun défendre ses idées, plus de France, moins de France, plus de local, moins de local, plus de domiciliation de pouvoir. Enfin, on a entendu. Et puis, la population a tranché. La population a tranché. Moi, je prendrai 2 exemples concrets. On a vu, avant de citer les exemples, dans les années 80, 70-80, la Guadeloupe avait que des intellectuels qui géraient. Avocats, médecins, et de hauts fonctionnaires. Et nous sommes en train de payer aujourd'hui la facture. Facture de quoi? La facture sociale, la facture économique, la facture peut-être politique aussi. D'identité, si on peut parler. Nous sommes en train de payer la facture. On avait ces grands intellectuels qui sont déconnectés de la réalité, qui sont déconnectés de la vraie vie, de ce que vivent les Guadeloupéens au jour le jour, de leur souffrance de savoir qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui. On avait des gens qui ont connu la cuillère en or dans leur enfance. Et petit à petit, les gens... Il y a eu l'école, il y a eu l'instruction, les gens sont un peu plus éclairés, il y a eu la presse, il y a des radios libres, des télés libres comme Canal 10 pour pouvoir informer le peuple. Et petit à petit, on a vu que les choses ont changé. On a de moins en moins de grands intellectuels. Et à l'image de Chalus, et là je viens à mes 2 exemples. Très bien. Okay. Je prends 2 exemples. L'exemple du maire de Bémao qui était Chalus. Oui. C'est un gars du peuple qui montait dans les poteaux électriques. Et puis, il a même été souvent reproché d'être non intellectuel. Il a fait de Bémao, ou alors qui a continué à développer des Bémao. Maintenant, ça peut plaire à certains et pas à d'autres. Et Bémao s'est développé. Et qu'on a connu aujourd'hui. Et Chalus a fait le parcours qu'il a fait, qu'on connaît aujourd'hui. Et qui est une référence en Guadeloupe aujourd'hui. Un leader, je dirais, mais peut-être même charismatique, suivant la manière dont on voit la chose, et le mieux élu de France en tant que président de région. Deuxième exemple, le maire du Moule, Madame Carabin, c'est pas le crack intellectuel, mais qui sait comprendre, qui vit avec le peuple, qui connaît les problèmes du peuple. Et ce sont je peux citer la même chose pour Jeannie Mauck, un autre niveau. Pour Jeannie Mauck, ce sont des gens qui vivent dans la vraie vie du peuple. Oui. Et on connaît le résultat politique de ces gens-là. Et de moins en moins, on voit de plus en plus souvent moins d'intellectuels, de grands intellectuels qui je pense que ce sont des gens qui ne connaissent pas la réalité du pays. Je t'interromps et nous allons parler. Est-ce que tu te réjouis de cette situation-là ? Est-ce que tu penses qu'on peut faire mieux? Est-ce que tu penses qu'il ne faut pas que les enfants aillent à l'école? Qu'est-ce que tu penses? Ah non. Je ne dis pas qu'il faut pas. Voilà. Il faut qu'il y ait des médecins, il faut qu'il y ait des avocats, et de renom, de qualité, de haute performance. Mais est-ce que ce sont ces gens-là qu'il faut donner le pouvoir politique?
Ça, c'est une question. Qui ne comprennent pas la réalité du peuple, qui ne vivent pas le quotidien du peuple. Voilà, voici la question. C'est peut-être ça la question. Mais je ne dis pas qu'il ne faut pas aller à l'école. On a besoin, en ce moment, de personnel dans le domaine de la santé, de formation très pointue, à la pointe du progrès, pour contrecarrer le problème sanitaire. Est-ce que tu penses que c'est incompatible? Est-ce que tu penses que dès lors qu'on a un master, un doctorat... alors c'est ce qu'on a compris et qu'on peut faire... Il y a un domaine réservé pour ces gens-là. La politique aussi. La politique aussi. Oui. Mais il y a un domaine réservé pour ces gens. Ils sont forts dans leur domaine. Mais quand il s'agit... Et on voit bien que ça s'est traduit dans la réalité du peuple. Oui. On a bien vu ce qui s'est passé à Martinique avec Marie-Jeanne. C'est pas le plus grand crack intellectuel qu'il y a à Martinique. Et pourtant, il a fait son parcours. D'accord. Et c'est là qu'on a besoin de grands intellectuels, de formation pointue, mais à condition que ces gens-là puissent rester dans la réalité du peuple. Et lorsqu'on parle de l'émancipation, on parle de changement de statut, le peuple n'a pas besoin de ça. Ce n'est pas ce qui va donner à manger au peuple. Le peuple a besoin de personnes pour gérer leur quotidien, pour que les gens se reconnaissent, puissent se sentir encadrés, se sentir soutenus dans leur quotidien. Et c'est ce qu'on voit souvent. C'est ce qui se passe. Et on a la popularité de Chalice, la popularité de Carabin, la popularité de Janimauk. Je peux en citer d'autres. Ce sont des gens qui vont sortir quand ils voudront bien sortir. Et Ibo Simon. C'est une bonne question. On a eu le cas d'Ibo Simon. C'est une question, la question du populisme, qui est posée clairement dans sa déclinaison. C'est peut-être pas le populisme, oui, c'est d'être plus dans la réalité, de connaître le quotidien du peuple. C'est peut-être un petit peu de populisme aussi, sûr, tout à fait. mais c'est ce quotidien-là qui a manqué et qui a aujourd'hui, la Guadeloupe, par exemple, pour le problème de l'eau, on paye la facture de ces grands intellectuels. C'est contestable. Mais je vois ce que tu veux dire. Raphaël Lionel. Oui, moi je me poserais en tant que grand intellectuel dans mon... Ça me pose aucun problème. Et si certaines personnes ne me comprennent pas, je suis désolé. Elles peuvent m'appeler, je vais redévelopper. Alors, en tant que grand intellectuel, autoprogrammé, d'accord, très bien. Bon, enfin, j'ai quelques diplômes et un peu de cohérence sur ce domaine-là. Arrivé à mon âge et une certaine reconnaissance. Très bien. En toute modestie. Oui. Alors, je reviens un petit peu avant au niveau d'Edouard. Alors, il y a vraiment un problème, et plus au niveau systémique, donc comme un grand intellectuel. Il y a un problème dans le développement de la modernité, dans l'état de crise permanente dans laquelle on est. Il y a un problème d'articulation entre la dimension sociale et la dimension sociétale. La dimension sociale, elle est hybride. Effectivement, la culture guadeloupéenne, la culture française, la culture mondialisée maintenant, la world culture comme on dit, c'est un domaine dans lequel les choses vont et viennent, s'hybrident mutuellement. On parle de métissage culturel un peu partout. Le plus grand orchestre de salsa, il est japonais, il y a des filles qui chantent, etc. Il y a des gens qui chantent. Enfin bon, tout se va et bien. Il n'y a pas de problème dans cette dimension sociale qui est tout à la fois une dimension d'assimilation et une notion d'aliénation, que cette aliénation soit positive ou négative, un aller-retour entre les peuples, entre les gens, etc. Il n'y a pas de problème. Et ça crée de l'existant commun. Il y a un patrimoine mondialisé maintenant, et c'est la même chose pour l'écologie, qui fait qu'on va vers une conscience planétaire, une conscience communautaire, la communauté étant le monde. Donc ça, c'est dans la dimension sociale. Et dire au-delà de ça, dans la dimension socioculturelle. Maintenant, dans la dimension politique, c'est pas ça du tout. Ou alors, reprenez-moi, la dimension politique appartient à une élite. Alors, je ne sais pas si elle est intellectuelle, certainement pas, mais en tout cas financière et politique, par définition. C'est la même depuis non. Donc on est passé d'un capitalisme agricole, un capitalisme industriel, un capitalisme moyen, un capitalisme de capitaux, un capitalisme subtil maintenant, c'est les mêmes personnes. Et ces gars-là maintiennent et gardent leur pouvoir depuis tout le temps. Et c'est le même. La crise et le coronavirus, on le sait, a enrichi encore plus les grands capitalistes de l'économie monde. Ça n'a rien changé du tout dans le paysage politique. Par contre, ce qui me pose problème et qui est intéressant par rapport à la France, c'est qu'en France aussi émerge une notion qui est qui est très française et très spécifique,
qui est le tiers-État. Et ce serait quoi le tiers-État? Le tiers-État, c'est l'organisation, c'est la bureaucratie, c'est l'institutionnel. Ça veut dire que c'est cette masse bureaucratique qui était une entité, qui est devenue une identité et qui est devenue une réalité en soi. La France maintenant, c'est la bureaucratie. La France, la Guadeloupe, le développement de la Guadeloupe, il n'est pas politique, il n'a jamais été politique. Le développement de la Guadeloupe, c'est fait par les institutions. L'éducation nationale, la CAF, la sécurité sociale, le rectorat, l'armée, enfin toutes les institutions, bras armés de la République. Et donc il y a là quelque chose qui se joue, qui est un véritable hold-up démocratique. C'est pas le politique qui dirige, c'est pas le peuple qui impose quoi que veut, c'est l'institution ou l'institutionnel, la bureaucratie, au nom d'une notion transversale de justice ou d'équité sociale, qui détermine les conditions du développement des peuples, et voire même la souveraineté de ces peuples. Et donc on a affaire ici, à Guadeloupe, à un modèle de développement, qui est peut-être un modèle de mal-développement, hein, pourquoi pas, c'est pas du sous-développement, hein. C'est un développement qui est profondément inéquitable dans sa répartition, qui s'appuie sur de la redistribution, qui s'appuie sur de la répartition, mais qui est une répartition qui reste, comment dirais-je, connectée ou accrochée à des enjeux de pouvoir qui restent des enjeux de pouvoir des mêmes personnes qui ont toujours eu le pouvoir, et rien n'a changé par rapport à ça, quels que soient les différents systèmes politiques dans lesquels on est. Et la démocratie, effectivement, comme disait Jean, elle est hyper fragilisée maintenant, bien sûr, parce que dans son essence, c'est quelque chose de gréco-latin, et c'est une vision et c'est une utopie. Dans son instrumentalisation, c'est une réalité non d'exploitation, et d'exploitation, on peut l'appeler coloniale d'un côté, on peut l'appeler autrement ailleurs, mais c'est ce qui se pose maintenant dans le développement, l'éclatement de la bulle démocratique qui, bon, Gilets jaunes et même les dernières élections, les abstentions, qui ne rend plus compte de rien du tout. Raphaël n'a pas dit cela, mais on est, d'après ça, qu'on mal comprend Raphaël. Est-ce que la force d'inertie du système tue le politique? C'est-à-dire que, oui. Voilà, est-ce que c'est ça? Oui, non, mais allez, ça s'acclare aussi parfois, que la force d'inertie tue le politique. C'est-à-dire qu'il y a parfois généré à certains politiques un comportement qui sont comportements de simplement gérer sans mouiller et parfois, ouais, exactement, la politique de guichet et de profiter des prébendes, etc., etc. Et ça peut conduire parfois à des catastrophes qu'on voit pour le McDo là. Mais ça qui, quand même, parce qu'entendez-vous parler de problèmes intellectuels, il faut nous savoir quand nous crier grands intellectuels. Hein. Ah ben moi? Oui, les grands intellectuels. Les grands intellectuels, c'est des gens qui ont produit. Pourquoi on doit ça à l'université, au patronat? C'est des gens qui ont produit. Et même au sommet de l'État. Oui, même ça, c'est des gens qui ont produit, qui ont écrit, qui ont élaboré un certain nombre d'habitants. Bon. Ici, nous avons des grands, si vous parlez des grands intellectuels, nous avons des grands intellectuels, nous avons Rosan Girard, nous avons Géotier, Archimède, etc., etc. Parce que nous ne sommes pas contentés simplement d'être médecins, mais nous avons une vision des produits, des bails, un certain nombre d'habitants. Bon, est-ce que, Valentino, oui, tout ça, est-ce que c'est pour autant, ils ont mené la Guadeloupe à la catastrophe, etc. Non, ils ont participé à tout le débat qui permet tout un certain nombre d'évolutions. Ou tenir d'autres mondes qui n'étaient pas nécessairement des grands intellectuels, mais qui participaient aussi, etc. Donc, si vous voulez, pour moi, il y a un problème d'appartenance sociale qui a posé là. Bon. En ce qui concerne les politiques ou pas les politiques, ou pas des politiques qui n'ont de toute appartenance sociale, hein, ou pas des politiques qui qu'on chalusse, c'est des gens qui étaient. On a signalé que Mado, qui était avant, qui était maire. Mado, au départ, il était plombier. Hein. Il était plombier. Et Mado, de par compétence, ça y travaille à un niveau là, si en particulier. Mais c'était qu'à discuter, mais même en France, c'était qu'à discuter avec des gens qui étaient ingénieurs et tout ça, au point qu'à donner des bancs en France un jour. Il m'a dit, monsieur, qui diplôme universitaire et tout ça, il fait sur le temps à partir d'un certain nombre d'habitants. Et c'est pour ça qu'il a dit, mais il fallait demander des validations d'acquis, etc., etc. Et il a considéré Mado qu'on sorte d'égal à eux. Alors, il a dit, encore rappeler simplement que c'était un ministre à Mitterrand, qui était, à un moment donné, qui était le plus grand économiste de France, alors que c'est son garage qui a été ragé au départ. Donc, si vous voulez, bon, moi, à partir de ces
débat là ça. Pour dire simplement qu'il faut bien nous garder, faut nous très modeste, alors on ne va pas parler même des élections et tout ça. Il faut bien nous garder l'élection là qui passe là, actuellement là, hein. Là où on est 66% ou 68% d'abstention. Ça obligatoirement quand interpellé, prioritairement qui donne toute qualité bitin. Hein. Okay. Pourquoi? Parce que ça a traduit au niveau de la population là, on désintérêt à la fois pour les politiques qu'il a là, mais pour la chose politique. Et on va mettre ça surtout en les comptes à monde qui jusqu'à présent gérer tout ça. Mais il faut garder ça aussi en Guadeloupe. Et il faut mettre ça en les comptes à ceux-là qui aidaient à détruire toutes sortes de responsabilités au niveau des politiques, à commencer par le gouvernement français, parce que le préfet là qui passait là et qui est à l'heure actuelle secrétaire général à les directeurs de l'Outre-mer, M. Augustin, c'est le premier qui commençait à montrer, qui commençait à essayer de faire Guadeloupe, montrer tout Guadeloupe, que c'est Elias là, ça c'est incapable notoire. Et le gouvernement jouait le jeu de là, ça c'est. Léo de dit, s'il n'y a pas nous, etc., eh bien, ça a des conséquences aussi pour la population là, d'autant plus qu'il y a des difficultés, qui sont des difficultés réelles. Ok. Alors, on va faire le tour autour d'une seule question, parce que la conclusion arrive. Est-il trop tard pour la Guadeloupe? Nous avons parlé de la France, de sa stratégie. Raphaël nous a dit, attention, ne confondons pas l'identité et l'appartenance. Il y a une force d'inertie de la France qui pose le problème du politique. Il y a une crise mondiale. Est-ce que c'est trop tard pour la Guadeloupe? Une minute, très très vite. Non, Édouard, est-il trop tard pour la Guadeloupe? Dans ce contexte, est-ce que c'est trop tard pour la Guadeloupe? Pas du tout. Pas du tout. Surtout, justement, à l'aune de ce que je viens de dire concernant ce préambule de cette Constitution. D'accord. Nous sommes dans une politique où la possibilité que nous avons de pouvoir nous autodéterminer, c'est une question qui est pendante. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, tôt ou tard, il faudra qu'on se pose cette question-là. Parfait. Est-ce qu'il est trop tard pour le pays? Je dis que non, il n'est pas trop tard pour la Guadeloupe, du tout pour le pays. On peut réussir. Il faut faire confiance à des acteurs qui sont pragmatiques. Tu as cité des noms de Chalus et aussi Mme Carabès, qui sont très pragmatiques. Mais il ne faut pas faire l'économie des intellectuels. L'intellectuel, le produit de l'URB, Université des aussi des boulevards, on les retrouve, ces intellectuels. Ce sont des visionnaires. Des gens qui s'intéressent sur la Guadeloupe en 40 ans, 45 ans. Ça, c'est important. Il faut ces visionnaires-là, parce qu'un intellectuel aussi, c'est un produit, c'est aussi quelqu'un qui a fait un investissement en capital humain, il a réfléchi, c'est comme une mécanique, n'est-ce pas? Il ne faut pas qu'il soit, je dirais, gagné d'une idéologie aussi, la question idéologique, il y a beaucoup d'intellectuels qui ont été toujours, qui sont baignés dans un environnement idéologique, et avec Karl Marx et autres qui nous ont donné ce qu'on connaît actuellement. Oui, Jean, je revois, mais pour te dire que le monde existe. Le monde change. Oui, mais il y a des gens qui sont des intellectuels qui gouvernent les pays. Ça marche quand même, non? Ça marche bien, mais on a besoin des intellectuels pour des visionnaires. Et c'est quelqu'un avant tout qui est au service de son pays. Parfait. Alors, j'ai un intellectuel. J'ai un intellectuel vous proposer. Sa grand-mère vendait au marché de Port-Louis, et puis il est diplômé d'HEC, donc c'est pas un compétiteur. Oui, il y a quelqu'un. Je termine très rapidement. Il y a quelqu'un. Je termine deux mots mon Nico pour terminer. Je connais quelqu'un qui est venu me disait, oh, c'est mon petit bougan pas travailler. Il a dit, mais nous, on fait des Haïtiens qui ont affiché quand au Bolari. Il a dit, il a dit, oui, mais il y a 100 paquets à 2 euros, 200 paquets à 2 euros. Fais-le total par jour. Il me dit, oui, mais c'est mon type n'a pas fait ça parce qu'ils font on m'a stédé. On dit, eh bien, le problème c'est ça, c'est qu'il dit, on le fait des. Ouais, des comprendre ça. Parce qu'on réussit pas comme ça. Est-il trop tard pour la Guadeloupe? Alors, un petit mot sur les intellectuels. Oui. Je n'ai pas dit qu'on n'a pas besoin d'intellectuels. Au contraire, on n'a pas besoin forcément de grands intellectuels sur le plan politique pour réussir. Mais je n'ai pas dit qu'on n'a pas besoin. On a besoin de tout le monde. C'est ta réponse. Parfait. On a besoin de tout le monde. Est-ce qu'il est trop tard pour la Guadeloupe? Ah, mais pas du tout. Voilà, il est trop tard pourquoi? Mais la Guadeloupe ne va pas plus mal que les autres. On a des gens qui viennent d'ailleurs pour venir en Guadeloupe comme en France. C'est que ça va mieux en Guadeloupe que beaucoup d'endroits. Même si ça ne va pas bien. C'est parce qu'elle est encore française, c'est ça? Pas forcément. Raphaël, deux mots. Oui. C'est trop tard. Non, je pense que très simplement et très anthropologiquement, un peuple évolue dans son temps et dans son histoire, tout simplement. Dans son temps et dans son espace, pardon. Et que donc, en évoluant dans son temps et dans son espace,
il construit son histoire en permanence. Et cette construction, elle se fait à chaque moment. Donc, nous sommes à un point donné de notre histoire aujourd'hui. Il est facile de voir l'évolution énorme qu'il y a eu. La Guadeloupe a plus changé ces 20 dernières années que les 200 ans auparavant. Donc, c'est clair. Donc, j'ai bon espoir. C'est un jeune pays. J'ai bon espoir qu'aujourd'hui servira de tremplin demain. Eh bien, alors, le dernier mot pour les tant qu'il y a un peuple guadeloupéen, moi, j'ai grand espoir, parce que tant qu'il y a un peuple guadeloupéen, qu'il y a un Guadeloupe qui résiste, et tant qu'il y a des combattants guadeloupéens qui veulent porter cause à peuple là, ça, la Guadeloupe qui Je ne résiste pas à la tentation de demander un mot à Edouard. Trop tard. Voilà, c'est ça. C'est bien dit. Merci beaucoup. Nous avons débattu. Chez vous, continuez toute cette belle question. Alors, pour conclure en musique, je vous propose quelque chose de rare. Elle s'appelle Malika Tyrolien et elle dit une chose exceptionnelle. Elle dit songez que tout le monde s'ayonne. Ça, c'est vrai. Merci et à dimanche prochain. C'est fille à Tyrolien. Si vous votez l'eau à l'homme, elle a des enquêtes et tout véo. Si vous construisez casa au son maçon, ça fait que m'étirer. Pas j'aime plan de graine mango, mango que disparaît. Si vous cachez chez moun qui devant, moun d'ailleurs que juge. Si vous volez voisin à mon jour, mon moun que vient voler. Faut songer ça ou casser, c'est son cas récolté. Faut songer si vous jurez quand ma que vient et tout veut. Si vous coupez racine, vous pouvez pousser.